Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Talent BGE sur l'adéquation personne-projet et les compétences entrepreneuriales. Je voulais vous souhaiter la bienvenue et puis vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce webinaire. Si vous regardez à droite, je vois que vous êtes déjà en train d'investir le chat. Bonjour à vous. C'est vraiment un espace d'échange entre vous. Vous pouvez parler entre participants. Si vous avez des questions pour nos intervenantes, vous allez voir, vous avez un onglet questions qui est dédié. Donc, c'est vraiment l'endroit où poser vos questions pour qu'on puisse y répondre à la fin du webinaire. On se réservera un temps d'échange à ce moment-là. Donc, avant de poser une question, pensez bien à vérifier si elle n'a pas déjà été posée, parce que ça peut arriver. Si vous trouvez les questions que vous trouvez intéressantes d'ailleurs, vous pouvez voter pour elles et nous, on prendra les questions à la fin dans l'ordre de plus grand nombre de votes. On espère qu'on aura le temps de répondre à tout le monde. Et puis on va commencer maintenant. On va se présenter rapidement. Donc moi je m'appelle Claire Chabas, je travaille pour BGE Réseau au service communication et je vais vous présenter rapidement BGE. Il y a de fortes chances que beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà, mais dans le doute, je vais quand même vous parler rapidement de BGE. On est un réseau associatif, on existe depuis 45 ans. Cette année, on est présent un petit peu partout en France. On a 1350 conseillers formateurs qui sont des salariés, c'est pas des bénévoles, c'est vraiment des experts et des personnes qui sont dédiées à l'accompagnement aux entrepreneurs, que ce soit pour la création d'entreprises ou pour le développement d'entreprises existantes. Et vous voyez en bas de mon écran, c'est nos chiffres nationaux annuels sur le nombre de personnes qu'on accueille, que l'on accompagne et que l'on forme. Voilà. Chez BGE, cette association, elle existe parce qu'on a des convictions et parmi nos convictions, on pense qu'il faut démocratiser l'entrepreneuriat. Clairement, on pense que l'entrepreneuriat doit être accessible à tous et à toutes. Mais même si c'est pas fait pour tout le monde, en fait, c'est à la portée de n'importe qui à partir du moment où on a les bonnes compétences et où on a un projet qui est viable. Donc ça, c'est la base de notre engagement. D'autant que vu le nombre de personnes que l'on accueille, on se rend compte que quels que soient les profils des personnes, on a le même pourcentage de réussite et de pérennité d'entreprise, ce qui prouve bien que c'est pas l'endroit ou les circonstances autour de la personne, mais c'est vraiment ses qualités propres et les qualités de son projet qui vont faire la réussite. Dans les autres choses qui sont importantes pour nous, c'est d'accompagner des entrepreneurs pour qu'ils vivent correctement de leur projet, de créer des entreprises qui vont créer de la valeur. Peut-être que tous les projets sont pas voués à aboutir et aider au rebond si jamais c'était pas le cas. Et je vous parlais tout à l'heure de l'importance des compétences et c'est vraiment le thème principal de notre webinaire sur le fait que être chef d'entreprise, c'est prendre les bonnes décisions. Et pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir les compétences qui vont permettre justement de faire les bons choix. Donc, c'est vraiment sur cet axe-là que BGE se positionne. Et sachant qu'on essaye dans tous les cas, pour chaque personne que l'on va accompagner, de lui trouver un parcours unique qui va vraiment répondre à ses besoins et à ses spécificités. Voilà, c'était un petit mot pour vous parler de PGE au cas où vous ne me connaissiez pas très bien. Je vais laisser la parole à nos intervenantes qui vont se présenter elles et qui vont présenter également leur entreprise. On va commencer par Lise. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Lise Gachet et donc je suis la cofondatrice de Reveléo, une société qui a été créée en septembre 2022. Donc, je suis associée avec Claire Berger, qui est aussi ma sœur. Donc, la mission de Reveléo, c'est de permettre à chaque enfant de se dire « c'est possible pour moi », d'avoir des enfants qui se sentent bien dans leur basket et qui ont des clés pour s'accomplir et révéler leur potentiel. Donc, on propose des activités ludiques et des vidéos interactives
qui repose sur une méthode qu'on a créée, qui est en 3 étapes. La première, c'est apprendre à se connaître, savoir qui l'on est pour savoir ce que l'on veut vraiment, parce que le moteur, c'est l'envie. La deuxième, oser se lancer. Et la troisième, surmonter les obstacles. Donc ça, je pense que ça doit parler beaucoup à ceux qui ont envie d'entreprendre, parce que c'est entreprendre sa vie d'une certaine manière. Et donc, en fait, on propose des programmes pour les écoles, soit en présentiel, donc on est basé dans le 49, soit dans en digital, donc en France. On a même une école en Nouvelle-Calédonie, donc ça c'est chouette. Et puis aussi des programmes pour les familles en digital. Donc voilà, donc moi j'ai eu la chance d'être accompagnée par BGE sur un accompagnement individuel. Donc c'est vrai que ça m'a permis de structurer mon projet, parce que vraiment on va d'une étape à une autre, et en même temps c'est super flexible, parce que de par nos anciens métiers, ancienne expérience, on a parfois des domaines dans lesquels on maîtrise, donc on peut vraiment focaliser sur des points techniques. Hein. Par exemple, pour ma part, est-ce qu'on crée une SARL, toute cette partie juridique, c'était assez loin pour moi. Et puis d'avoir aussi des rendez-vous qui font que ça va rythmer aussi notre parcours et être dynamique, et qui va nous permettre de nous sentir moins seuls et d'être plus sereins au moment où on lance notre projet. Donc voilà, pour mon histoire. Merci beaucoup Lise. Donc vous pouvez voir en bas de l'écran le site si vous êtes curieux de la méthode Révéléo, et les réseaux sociaux sur lesquels on peut les retrouver. Bouchra, on vous écoute, bonjour. Alors bonjour à tous, voilà, je m'appelle Bouchra Bouedem, voilà, j'ai créé la marque Jolie Cuisine. Voilà, donc moi ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le domaine de la cuisine. Voilà, j'ai parcouru tous les postes et j'ai eu l'idée de monter mon propre concept. Donc en fait, c'est de la cuisine sur mesure. On est plutôt sur un concept plutôt cocooning. On est plutôt sur de l'agencement vraiment adapté par rapport à chaque consommateur, et on est plutôt une entreprise artisanale. Voilà. Donc j'ai à peu près 4 salariés, voilà, au magasin, ainsi que des poseurs, et puis des livreurs à ma disposition. Voilà, donc moi je suis rentrée en contact par BGE pour justement, donc je maîtrisais mon métier, mais c'est pour toute la partie, on va dire, structure, quel type de société que j'allais choisir, et surtout l'objectif final, c'est de développer Jolie Cuisine en franchise. En sachant qu'aujourd'hui, ça fait presque 2 ans que l'entreprise est ouverte, et je commence à avoir déjà de la demande par rapport à cette partie-là. Donc la partie développement, franchise sur la France. Voilà un petit peu ma marque. Voilà pour moi. Très bien, merci Bouchra. Donc voilà, Bouchra, elle est présente sur les réseaux également. On va rentrer dans le vif du sujet et parler des compétences entrepreneuriales. Justement parce que une entreprise, c'est un système qui est complexe, et pour réussir à la piloter correctement, il faut beaucoup de compétences. On dit souvent, hein, on peut être le meilleur boulanger du monde, mais savoir faire du pain, c'est pas la même chose que gérer une boulangerie. Donc il y a une différence entre les compétences métiers et les compétences entrepreneuriales. Et Lise va commencer par nous parler justement des compétences entrepreneuriales qui ont permis que son projet voit le jour. Oui, alors c'est vrai que la première chose à laquelle je pense, c'est l'étude de marché. En fait, moi, je me suis retrouvée confrontée à un problème personnel, parce que j'ai des enfants qui ont eu des défis autour de la confiance en soi, gestion des émotions. Donc, j'ai cherché des outils pour les aider que je n'ai pas trouvés, soit parce que c'était pas ludique, soit trop compliqué à mettre en place. Donc, je me suis dit, s'ils n'existent pas, eh bien, je vais les créer. Donc, pendant 1 an, j'ai fait des ateliers en famille. J'ai écrit un livre qui va sortir dans 2 mois. Et on a fait ça en secret, jusqu'au moment où du coup on le dépose sous le sapin de Noël. Et là, ma sœur, qui est aujourd'hui mon associée, mais à l'époque c'est une enseignante qui en a un peu marre du système, elle se retrouve plus dans l'enseignement. Elle me dit, écoute, pour les familles c'est génial, mais pour les enseignants, t'imagines pas, il y a un vrai besoin. Donc en fait, c'est partir de mon besoin à moi. Ça a ricoché sur le besoin de Claire, qui était une enseignante. Et je me dis, bon, c'est ton besoin à toi, mais est-ce que ton besoin à toi, c'est le besoin de tous les enseignants? C'est peut-être ton cas particulier. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti à la rencontre d'une 50aine d'équipes d'enseignants. Donc, ça fait à peu près 450 enseignants pour affiner les besoins des enfants et comprendre, eux, leurs besoins à eux, leurs problématiques. L'idée, c'était vraiment de pouvoir
se mettre dans la tête de notre cible. Alors moi, en plus, je venais du privé, donc j'étais très loin de cet univers, de pouvoir comprendre leurs frustrations, leurs peurs, leurs envies. Et puis en fait, on a collecté tout ça, on a créé une offre, un produit qui pouvait correspondre, et puis on l'a testé. Donc on a fait sur des petits groupes d'enfants, des classes pilotes, et là encore une fois, on a amélioré les choses pour que ça réponde encore plus à leurs besoins. Et une fois qu'on a trouvé la bonne formule, on est allé à la rencontre de nos prospects, soit en téléphonant, soit des rendez-vous. Et là, on a commencé à expliquer ce qu'on vendait, ce qu'on faisait. Et là, ils nous ont dit, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et nous, on s'est dit, quelque part, on n'a pas de mérite parce qu'en fait, c'est vous qui nous avez dit ce dont vous avez besoin. Et nous, en fait, on a collecté, on a mis notre patte et aujourd'hui, voilà la réponse qu'on peut vous apporter. Donc voilà, c'est vraiment, il y a nos envies, notre sentiment, mais d'aller à la rencontre parce qu'en fait, on pourrait vite partir dans une direction finalement qui correspond pas à notre marché. Donc, de prendre le temps d'aller interroger et de comprendre notre cible, quoi. Donc ça, pour moi, c'est la première. D'aller à la rencontre de son marché. En effet, c'est une compétence super importante à avoir. Bravo. Moi, je vais rebondir un petit peu par rapport à ce que vient d'expliquer Lise. Moi, je vais vous donner un exemple concret par rapport à ça, par rapport à l'étude de marché. Si je prends mon cas de figure me concernant, il fallait que je choisisse le segment de marché où je voulais me positionner par rapport à la concurrence. Et ça, c'est essentiel quand on crée une entreprise de savoir comment on veut se positionner. Et moi, je voulais me positionner différemment des autres concurrents. C'est-à-dire que je voulais aller chercher une cible bien spécifique, c'est-à-dire des clients qui sont adeptes de la cuisine vraiment sur mesure, adaptée à leurs besoins. Ensuite, j'ai travaillé sur la partie showroom où là, je vais choisir mon produit, je vais choisir le choix des matériaux qui sont différents, l'implantation et l'emplacement, comment on va être positionné au niveau du circuit du consommateur dans le magasin. Donc, toute la politique commerciale, elle est essentielle à ce moment-là. Ça vous permet à vous, en fait, l'objectif, en fait, c'était que mon client, quand il rentre dans le magasin, qu'il y ait un effet waouh et qu'il soit marqué. C'est-à-dire que quand il rentre, ils se disent, je suis rentré chez Jolie Cuisine, j'ai jamais vu ça ailleurs, mais en plus, c'est accessible. Donc, ça me permet, si vous voulez, aujourd'hui, de me retrouver dans un segment de marché qui est différent, en sachant que c'est un marché qui est très, très concurrentiel et que ce n'est pas simple. Donc, il fallait automatiquement que j'amène un petit peu ma patte derrière. Donc, la partie déco, la partie matériaux, la partie agencement. Et ça, c'est essentiel. Et voilà, pour ma part, pour cette partie-là. Parfait, merci Bouchra. Est-ce que vous avez développé, l'une comme l'autre, on va peut-être commencer par Lise, mais une stratégie de communication pour justement faire connaître votre produit? Alors oui, c'est vrai que nous on a passé du temps sur valider que notre produit plaisait et que la qualité était au rendez-vous, que ça répondait aux attentes des clients parce que déjà on s'adresse à des enfants donc c'est vrai que ça doit être sérieux donc je vais m'assurer que tout ça, il y avait des effets, que ça fonctionnait. Et puis, c'était aussi moi pour être sereine et me libérer et me dire demain, si je dois dire à quelqu'un que mon produit, il est génial, je dois en être convaincue. Sinon, je vais avoir des freins ou la personne en face va le ressentir ou je me sentirai pas au clair. Donc, on a fait toutes ces étapes et une fois qu'on a eu la garantie, la certitude que notre produit était top, alors on s'est dit, maintenant, il faut qu'on fasse savoir au monde que notre produit existe. Donc là, on a tiré un peu toutes les ficelles. Donc, on a commencé par créer un site internet. Après, on s'est dit, il faut qu'on communique sur les réseaux sociaux. Donc, on a commencé par Facebook, puis Instagram. Et puis, dernièrement, il y a 6 mois, peut-être, on a commencé sur LinkedIn. On a contacté des influenceurs. Alors, on connaissait pas du tout ce milieu, donc que ça soit pour les écoles ou les familles. Donc voilà, on a tâtonné. Il y a des fois on n'a pas eu de réponse, souvent même. Il y a des fois des grosses contreparties. On a gardé, on a fait, on n'a pas fait. Mais en tout cas, on a découvert cette possibilité-là. On a fait des salons. On a fait appel aussi à une agence de relations presse qui nous a aidé à rédiger un communiqué de presse et à le diffuser auprès de journalistes. Donc c'est vrai que ça, nous on n'avait pas forcément de contact et puis on n'avait pas non plus cette technique, on savait pas comment s'y prendre. Donc ça nous a permis d'aller chercher des interviews sympas, donc soit en local, soit même avec Chéri FM ou School Télé qui est une partie une antenne de BFM Télé. Et là,
il y a un petit sentiment mitigé quand ça arrive parce que c'est ce qu'on a cherché et en même temps, on se dit, oh là là, mais je suis pas du tout prête, je sais pas du tout ce que je vais dire, comment je vais le dire, c'est vraiment pas ma zone de confort. Donc, c'est vrai que sur cette phase-là, c'est vraiment de mettre sa casquette de communicant vendeur et de sortir de sa zone de confort. Mais à un moment, on n'a pas le choix si on veut que les gens sachent que notre produit existe. Donc, c'était de repérer aussi des podcasts. Par exemple, on a un podcast dans notre région qui s'appelle Terre d'entrepreneurs, où ils interrogent des entrepreneurs sur leurs projets. Donc voilà, c'était d'aller faire cette interview. Et puis à chaque fois, ça permet de toucher un public différent et de parler de son projet d'une manière différente. Puis finalement, on réalise que quand on aime ce qu'on fait, qu'on aime son projet, bah on se retrouve pas piégé par les questions et que c'est un plaisir de le faire et que ça apporte. Donc je dirais c'est de tirer toutes les ficelles, d'actionner tous les moyens possibles qui vont parler ou qui vont toucher notre cible bah, pour essayer d'accélérer en fait cette prise de conscience que notre projet existe et qu'il est chouette quoi. Ouais, j'entends plein de choses intéressantes dans ce que vous venez de dire, Lise, sur la débrouillardise, un petit peu de besoin de savoir communiquer, un petit peu d'éloquence, et puis aussi la capacité de se dire, bah là, j'ai pas la compétence, je vais déléguer, je vais aller chercher des spécialistes, parce que pour arriver à mon but, je peux pas le mobiliser à l'intérieur de mon entreprise, donc je vais aller le chercher ailleurs, et c'est une bonne preuve de bonne vision et de réalisme par rapport à tout ça. Bouchra, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu avec votre expérience comment est-ce que vous avez réussi à savoir que votre boutique que vous allez ouvrir, elle va être rentable? Oui. Par rapport à votre implantation, tout ça, parce que ça, c'est une sacrée compétence à avoir. Tout à fait, exactement. Donc, en parlant de compétences, effectivement, il y a un élément qui est essentiel, c'est le business plan, d'accord, et puis le prévisionnel que vous allez prévoir au démarrage. Et là, je tiens aussi à vous préciser que BGE accompagne parfaitement sur cette partie-là. Je sais que ça a été un atout pour ma part d'avoir BGE à mes côtés, justement pour bien mettre toutes les coûts, les charges, savoir exactement, pouvoir calculer mon seuil de rentabilité, à savoir effectivement si ça va être bon. Pourquoi c'est essentiel? Tout simplement parce que vous allez arriver à un moment ou à un autre, vous allez devoir présenter votre projet auprès de un partenaire bancaire, donc la banque. Donc, pardon, l'investisseur a besoin que votre projet soit cohérent, qu'il y ait de la motivation derrière, ça soit solide et que derrière vous arrivez avec des éléments factuels. C'est essentiel. Donc, il faut être préparé. Il y a un élément qui était aussi essentiel, c'est la présentation aussi de soi, avoir confiance en soi, arriver avec des éléments qui permettent en fait aussi d'expliquer quand ça ne va pas aller. Il faut pas montrer non plus à votre banquier que tout est beau, tout est rose. Et c'était essentiel aussi de pouvoir mentionner aussi les choses qui ne pourraient pas aller et comment vous allez anticiper en cas de problème. Donc ça, c'est essentiel de bien le préciser. Voilà, donc comment convaincre? Je vais vous faire un petit peu un petit top 5, top 6, faire une bonne étude de marché, être transparent avec votre banquier, être honnête, faire une présentation solide et soignée, c'est essentiel aussi de faire les choses bien, être convaincu de son projet, avoir confiance en soi et savoir le vendre tout simplement, parce que faut pas oublier une chose, c'est que le banquier en face, voilà, faut lui vendre votre projet et avoir tous les atouts pour pouvoir réussir et ne pas avoir peur surtout, ayez surtout confiance en vous. C'est essentiel. C'est très, très important. Merci. Justement, si on rebondit sur le prévisionnel, Lise, on se rend compte que la réalité est peut-être pas toujours exactement comme on l'a prévu. Comment est-ce qu'on s'adapte par rapport à ça quand on se retrouve un peu en décalage? Alors c'est vrai que le prévisionnel c'est un grand moment. Donc alors chez BGE il y a un outil qui est très bien fait qui permet vraiment d'alimenter les chiffres et qui fait une moulinette qui permet de voir la rentabilité. Voilà, nous amener sur des notions dont on n'a pas forcément la maîtrise au départ. Donc ça, je trouve que c'est vraiment de simplifier les choses. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et je dirais que le prévisionnel, c'est une hypothèse. Et comme toute hypothèse, on peut la faire de la manière la plus sincère qui soit
dès lors qu'on a posé les chiffres, ils sont déjà faux, ils sont déjà désuets. Pourquoi? Parce que l'environnement, il est mouvant, c'est-à-dire que nos concurrents, ils lancent des offres, nos charges, elles ont augmenté, l'offre qu'on avait lancée qui nous semblait incroyable, finalement, le temps de réponse, il n'est pas du tout celui qu'on avait envisagé. Donc voilà, c'est vraiment de pouvoir garder ce prévisionnel comme, je sais pas comment on dit, la rampe d'un escalier, quelque chose à quoi on peut se raccrocher et qui va nous permettre de piloter l'activité et d'être en gestion. Donc ça nous permet de mesurer, d'avoir une photo en instant T, de dire ok, par rapport à ce que j'avais prévu, est-ce qu'il y a un décalage, est-ce qu'il y a un écart, et de pouvoir, et c'est là je pense dans les compétences, c'est de pouvoir s'adapter et de se dire ok, si on continue comme ça, mon atterrissage, il va pas être celui que j'ai imaginé. Donc, quelles actions je vais pouvoir mettre en place, quelles mesures je vais pouvoir prendre pour pouvoir rectifier. Est-ce que et on s'adapte tout le temps, hein, je le vois, ça peut être dans la manière dont on va communiquer, quand on travaille dans une équipe, la manière dont on va s'organiser en interne, les outils dont on va pouvoir se passer. Donc voilà, c'est de pouvoir de prendre des décisions rapides d'une manière. Alors on est dans l'émotionnel un petit peu, hein, parce que quand on voit les décalages, on commence à flipper et tout. Donc c'est d'essayer de revenir à son plan, d'avoir la tête froide et de se dire de toute façon, si je fais rien, ça va pas aller en s'améliorant. On peut avoir des bonnes surprises, hein, ça arrive aussi. Mais je prends mon destin en main et j'agis, je suis en conscience en tout cas de ce qui arrive. Et je prends la décision de faire quelque chose. Donc là, c'est vraiment s'adapter aux situations qui nous arrivent et de rebondir rapidement, quoi. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est primordial, la capacité à rebondir, à imaginer des choses différemment. Et les outils, ils sont importants, mais je pense que c'est aussi... quand on a fini son accompagnement, on n'a peut-être plus accès aux mêmes outils et d'avoir compris quelle est la gymnastique mentale à faire pour réussir à adapter ces choses-là. Et c'est vraiment ce qu'on espère faire dans l'accompagnement pour rendre chaque entrepreneur autonome. Bouchra, on avait vu que dans les donc on a des compétences qui sont qu'on appelle des compétences dures. Donc là c'est vraiment des maths et comprendre le système complexe d'une entreprise dans son propre écosystème. On a aussi des compétences qui sont plus des savoir-faire et des savoir-être. On avait parlé de l'importance de bien s'entourer. Oui, alors l'importance de bien s'entourer, c'est fondamental et nécessaire. C'est aussi un levier majeur pour une entreprise. Donc ça, c'est essentiel. Quand on parle de s'entourer, on peut parler d'embauche, parce qu'au démarrage, vous allez faire votre prévisionnel et vous avez une idée, par exemple, au démarrage, je vais commencer toute seule ou peut-être avec un salarié. Ça dépend de l'activité qu'on va avoir. Mais c'est essentiel au niveau du business plan, quand on va commencer, à bien notifier, tiens, aujourd'hui, si j'ai un salarié, voilà ce que ça va me coûter. Si j'en ai deux, voilà ce que ça va me coûter. Le bon moment pour embaucher un salarié, c'est celui où l'entreprise dispose suffisamment de visibilité financière pour pouvoir en fait recruter, prendre en charge en fait les coûts et pouvoir recruter la bonne personne. Donc pour parler du recrutement, c'est essentiel en fait de bien se préparer. C'est-à-dire bien savoir cibler la typologie de personnes qu'on souhaite recruter, par rapport à nous, mais par rapport aussi à l'entreprise. Quel va être le rôle qu'il va avoir dans l'entreprise? Qui fait quoi? C'est essentiel de bien le déterminer au démarrage. Et après, vous allez faire une sélection au niveau des CV qui vont vous être envoyés. Vous allez regarder par rapport aux typologies de personnes que vous allez avoir en face. Il faut bien préparer l'entretien, c'est essentiel parce que souvent, les entretiens sont pas préparés. Du coup, vous allez vous retrouver face à un interlocuteur, les discussions ne vont pas être très intéressantes. Alors que si vous rentrez avec une bonne visibilité, avec tout un questionnaire assez précis, vous allez avoir un entretien qui va être constructif et du coup, ça va vous permettre de prendre du recul et de pouvoir faire un recrutement qui corresponde au mieux. En sachant qu'aujourd'hui, entre parenthèses, vous avez comme des dispositifs qui sont à disposition, qui vous permettent, entre guillemets, de pouvoir prendre une personne pendant un temps donné et si ça convient pas, effectivement, vous pouvez arrêter. Donc après, si vraiment vous avez besoin de précision, on peut après se rapprocher de vous, mais effectivement, il existe quand même des dispositifs à disposition. BGE pourra vous expliquer sur cette partie-là. Mais c'est essentiel de bien se préparer. C'est le secret de la réussite, c'est ça, l'organisation. Il n'y a pas de secret là-dessus.
Ouais, c'est super important. Dans le fait de s'entourer, on a parlé des équipes, des recrutements, mais il y a aussi les partenaires. On a parlé rapidement des partenaires bancaires, mais j'imagine qu'il y a aussi plein d'autres choses dont on pourrait parler. Peut-être des fournisseurs, peut-être des sous-traitants pour certaines choses. Comment vous avez géré ça? Alors pour ma part, ça a été au démarrage, on va dire que l'activité, quand je l'ai commencé, on était deux, voire j'avais pris une petite assistante et puis un concepteur vendeur que j'ai formé. Et en fait, au fur et à mesure du temps, l'activité a augmenté, donc il a fallu recruter une nouvelle personne. Il fallait recruter une équipe de poseurs disposée à pour travailler avec mes exigences, parce que ça c'est essentiel aussi, qui est les mêmes volontés et la même cible que moi, c'est-à-dire la satisfaction des clients. Donc ça, c'est essentiel de bien s'entourer. Et après, trouver aussi les prestataires par rapport à la livraison. Les fournisseurs, c'est pareil. C'est essentiel de choisir les bons fournisseurs qui vous correspondent et surtout qui, en termes de rentabilité, vous permettent après vous derrière de pouvoir sortir un bénéfice assez important pour l'entreprise. Donc c'est vraiment essentiel de bien prendre le temps, de bien faire cette étude-là au moment de la création de votre entreprise. Et souvent, on va avoir à un moment ou à un autre plein de rêves, on va se dire je veux faire, mais il y a le factuel qui vient quand même rentrer en compte. Et ça, c'est essentiel de le faire, vraiment essentiel de le faire. Et le seul conseil que je peux juste vous donner, croyez en vous, c'est tout, croyez en vous et en vos rêves, et juste structurez-vous, choisissez les bons partenaires qui vont bien vous conseiller, et franchement, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà, voilà. Merci Bouchra. Lise, vous avez pu développer des partenariats avec Reveléo? Des partenariats, oui, avec certaines marques. C'est pas vraiment quelque chose qu'on a développé à l'heure actuelle. On est plus dans la recherche de personnes qui vont tester nos produits pour en parler, mais c'est vrai que c'est pas une piste qu'on a développée encore beaucoup. D'accord. Très bien. On va passer à la seconde partie de notre webinaire, l'adéquation personne-projet, parce que comme on le dit, si l'entrepreneuriat doit être accessible à tout le monde, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Il y a plein de facteurs qui vont faire que ça peut ou pas fonctionner. Lise, on vous écoute sur les bonnes conditions pour se lancer. Oui, alors c'est vrai que les bonnes conditions, c'est de trouver le bon moment, l'équilibre entre la préparation et la sécurisation et la prise de risque. Donc c'est vrai que moi, avant de créer mon entreprise, j'étais en poste, donc j'avais un poste à responsabilité. Donc c'est vrai que j'avais un épanouissement quand même qui était là, et puis une rémunération qui était aussi en fonction de mes responsabilités, donc on va dire un confort financier. Donc ce projet personnel a commencé à prendre de la place, et après je me suis dit bon, c'est une chose qui me plaît, qui a du sens pour moi et que j'ai envie de développer. Donc plus ça allait, plus ce projet personnel prenait de la place sur ce projet professionnel dans lequel j'étais engagée. Et donc en fait, j'ai préparé ce départ. Et je pense vraiment que ça a été un facteur de réussite, parce que quand on part, déjà on change de rémunération, parfois du tout au tout. Donc ça, il faut en avoir conscience et ça se prépare. Donc est-ce que j'ai de l'argent de côté? Est-ce que je pars en rupture conventionnelle, ce qui a été mon cas, ce qui permet d'avoir de la visibilité. Se dire que quand on se lance dans sa création d'entreprise, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de charge mentale. Donc c'est de pouvoir préparer ça en se disant voilà, ça va prendre de la place le soir, le week-end. Donc si vous avez un conjoint et des enfants, c'est vraiment un projet qu'il faut partager avec eux, parce que le fait de s'engager tous ensemble, ça permet aussi à l'entourage de comprendre quand on n'est pas disponible, voire au mari de compenser quand on n'est pas là, ou quand on a un moment de doute, ou qu'on est un peu plus fatigué. Donc je pense que pour ces raisons-là, c'est crucial de le préparer. Pour autant, si on attend le moment parfait pour lancer son projet, on se lancera jamais. Donc, c'est vraiment de se dire que la prise de risque fait partie de notre métier d'entrepreneur, aussi bien au moment où on se lance comme après, parce qu'on a 1000 décisions à prendre qui sont plus ou moins
dimensionnante pour l'entreprise. Mais c'est aussi de ne pas revenir sur chaque décision, c'est d'assumer ces décisions en se disant, bon, quand je prends une décision, c'est avec tous les éléments que j'ai à un instant T. Et tous ces éléments, c'est un mix d'éléments factuels, de chiffres et d'intuition et de ressenti parce que j'ai discuté avec un client, parce que j'ai lu un article dans la presse. Donc, c'est vraiment de trouver ce doux mélange entre ce qui est cartésien et ce qui fait partie un peu de ce qu'on capte, etc. Et de se dire, bon, de toute façon, c'est la meilleure décision que je puisse prendre à l'heure actuelle. Et ne pas décider, c'est stagner, c'est déjà se mettre en danger. Donc, dans tous les cas, il faut prendre une décision. Et d'accepter, parce qu'on peut très bien après faire le point 1 mois après, 6 mois après, 3 ans après, en se disant, ah, si j'avais su, mais oui, si j'avais su. Donc, c'est aussi d'accepter, de se dire, bah, c'est la meilleure décision à prendre à cet instant-là, de l'assumer, de dire, de toute façon, je trace. J'ai pas de plan B. C'est mon entreprise, c'est ce qui m'anime, c'est ce vers quoi je vais. Donc, dans tous les cas, je vais à fond. Et comme pour le prévisionnel, je guette les signaux, je mesure et si besoin, je réadapte. Mais l'inertie, je crois que c'est vraiment, sauf si elle est consciente de dire, je prends la décision d'attendre, ce qui est déjà une décision. Mais sinon, l'inertie, non, c'est d'être en mouvement qui fait qu'on peut avancer. Donc voilà, sur la prise de risque et d'oser se lancer, franchement, ça vient vraiment nous chercher sur nos peurs, sur nos croyances. Donc c'est vraiment de pouvoir dépasser ça et d'être en mouvement. C'est pas pour rien que c'est la deuxième partie de notre méthode chez Reveléo, oser se lancer. Parce qu'on a tellement de choses qui peuvent nous bloquer. Donc voilà. C'était très bien dit, merci. Dans une de nos vidéos talent de votre promo, Talent 2023, on a eu un entrepreneur, Thomas Brambord des Collandes, qui expliquait que pour lui, la prise de risque et être entrepreneur, c'est être en train de marcher sur un pont qu'on est en train de construire. Donc, en effet, on a un plan, on a le plan du pont, on sait où on va, mais on est en train d'emprunter de l'argent pour créer quelque chose qui va permettre de le rembourser plus tard. Et si on a le vertige, bah peut-être c'est pas une bonne idée d'être entrepreneur au final, si on par rapport à tout ça. Bouchra, on vous écoute sur les qualités qui selon vous font un bon entrepreneur. Qu'est-ce qu'il faut avoir en soi pour que ça puisse fonctionner? Déjà, premièrement, il faut déjà avoir confiance en soi déjà. C'est essentiel, il faut être passionné, avoir le goût du risque, savoir gérer le stress aussi parce que voilà, une entreprise c'est un yo-yo, hein. Ça va bien, il y a l'ascenseur émotionnel, donc il faut savoir gérer cette partie-là. Il faut faire preuve aussi de leadership aussi, c'est essentiel. Savoir aussi se remettre en question. Savoir fédérer une équipe, si on en a bien sûr selon l'entreprise qu'on va avoir, rester humble aussi, c'est essentiel aussi de rester humble, même quand l'entreprise se porte bien, rester avec les pieds sur terre et savoir toujours se remettre en question pour pouvoir évoluer, c'est essentiel, c'est vraiment essentiel. Avoir un mental d'acier, voilà, y aller quoi, taper dedans, faut pas avoir peur, même quand ça va pas, hein, vous regardez la plupart des parcours de tous les grands entrepreneurs, ils ont tous eu une période où ça allait un peu moins bien et puis ils rebondissent. La vie, elle est faite comme ça, elle est faite d'épreuves et puis il faut savoir rebondir face aux épreuves et puis en apprendre aussi des leçons. Donc une entreprise, c'est ça aussi. C'est voilà. Donc surtout le plus important, c'est avoir confiance en soi, c'est essentiel. Oui, en effet, c'est très très important. Quelles sont les qualités? Alors, je pose d'abord la question à Bouchra, mais Lise, réfléchissez-y parce que je suis sûre que vous allez avoir des choses super intéressantes à dire aussi. Quelles sont les qualités humaines qui vont faire de vous un bon entrepreneur? Est-ce que ça va être une capacité à prendre des décisions, à nouer des alliances? On a parlé déjà de leadership et de gestion de stress. Est-ce que c'est la résilience face aux épreuves, la capacité à être indépendant? Qu'est-ce que c'est qui finalement au fond de vous fait que vous êtes un bon entrepreneur? Alors moi, je vais dire déjà premièrement, aimer l'humain. Aimer l'humain déjà au démarrage. Aimer les autres et être dans le partage, c'est essentiel. Être dans la bienveillance aussi. Voilà, dans la bienveillance. Être à l'écoute aussi, c'est essentiel. Savoir écouter les autres.
Voilà, savoir se remettre en question, pas être quand on est entrepreneur, surtout quand on est un chef d'entreprise, on a toujours l'impression en fait, voilà, on est en haut dans notre tour d'ivoire et on a l'impression en fait qu'en bas, voilà, les salariés ou quoi que ce soit, voilà, être donneur d'ordre, savoir se rapprocher de ses salariés, savoir fédérer, voilà, créer un environnement stable, voilà, parce que souvent, on regarde dans les entreprises, souvent vous allez avoir un turnover qui va être énorme. Souvent, c'est dû à, on va se le dire, hein, on nous appelle responsable, c'est pas pour rien. Hein, on porte bien notre nom. Donc, à un moment ou à un autre, il faut savoir aussi se remettre en question. C'est essentiel. C'est essentiel. Et savoir communiquer avec les autres. Le canal de communication par rapport à différents salariés ne va pas être du tout le même. Vous allez parler avec, moi, j'ai une assistante commerciale. Je vais pas du tout parler de la même manière avec elle que si je vais parler avec mon livreur ou avec mon poseur. La tonalité, les besoins en fonction du profil que je vais avoir en face de moi, va pas être du tout le même. Donc, c'est essentiel de prendre le temps. Et Bouchra, je te rejoins Bouchra sur le fait de faire appel aux autres. Je pense que vraiment d'être dans l'humilité, de mettre son ego de côté, de se dire ok, là je suis dans une impasse, j'ai besoin de demander de l'aide, que ça soit des conseils, que ça soit une expertise. C'est d'accepter qu'on puisse pas avoir réponse à tout. On est tellement multicasquette au départ qu'on peut pas être aussi performant que des gens dont c'est le métier. Donc c'est d'accepter de pas être susceptible. Enfin, j'ai quelqu'un avec qui je travaille qui disait on peut pas être susceptible et compétent. Donc c'est vraiment de pouvoir accepter qu'on nous dise qu'il y a des choses qui ne vont pas et de savoir demander à l'aide quand on a besoin. Et puis je dirais la résilience. Alors je sais que on peut être chahuté par moment. Et c'est de se dire qu'on n'a pas forcément de pouvoir sur les choses qui nous arrivent, les challenges qui nous arrivent. En revanche, on a le pouvoir sur la manière dont on va réagir et dont on va les accueillir. Moi, je suis persuadée que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école de développement personnel parce on apprend à se connaître, on est confronté à nos peurs d'échouer, nos peurs d'être dans la lumière, nos peurs de manquer d'argent. Donc c'est vrai que ça vient quand même nous chatouiller. Donc ce que j'avais fait quand on a commencé le projet, c'était d'écrire pourquoi ce projet il me tenait tellement à cœur. Donc j'avais écrit la mission, parce que Revelio c'est d'aider les enfants à se sentir bien. Donc c'est vraiment le sens. Et puis je pense que chacun va trouver dans l'entrepreneuriat le fait d'être, je sais pas, la liberté de décider ou la liberté de s'organiser. Et donc de se dire ok, ce qui m'arrive c'est pas chouette. Je peux rien y changer. Par contre, moi, je vais me mettre en action et me dire bon bah ok, de toute façon c'est comme ça, donc il faut que je trouve une solution et que ce projet, si j'ai décidé d'y aller, c'est parce que c'est une mission, c'est plus grand que moi, je me vois pas faire autre chose dans la vie, parce que je suis libre et même si aujourd'hui je suis dans le dur, ça n'enlève rien que voilà, il y a des petites choses comme ça, mais que de toute façon on continue d'évoluer et de se dire de toute façon, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de plan B. Mon projet c'est de faire ça, donc quoi qu'il arrive, je vais le dépasser. Donc c'est vraiment cette résilience, capacité à accepter ce qui nous arrive et dire bah tant pis, on en rigolera dans 5 ans quand on aura dépassé ça. Aujourd'hui non, mais on avance quand même quoi. Donc ça je pense que c'est vraiment une qualité que j'ai et que j'ai développée aussi par la force des choses, mais qui est importante. Voilà. Et je pensais à autre chose aussi, c'est la vision. Si j'ai le temps d'en parler, je sais pas, Claire. Oui. C'est vraiment de se dire qu'on est rattrapé par le quotidien et qu'on a beaucoup d'actions court terme. On a un client mécontent, on a un document administratif à rendre avant telle date. Donc tout ça, vraiment, ça nous happe. Et c'est vraiment de pouvoir avoir cette vision de l'entreprise qui est à 5 ans, 10 ans et qui va finalement conditionner toutes les décisions stratégiques qu'on va prendre en intermédiaire. C'est vraiment notre plan de route. C'est la lumière, quoi, le truc qu'on va suivre et qui va vraiment changer tout ce qu'on va décider. Imaginons, on se dit Revelio, moi j'ai envie d'en vivre, mais dans mon équilibre vie pro, vie perso, j'ai besoin de travailler que 3 jours par semaine, d'être en local, d'être en contact des gens. Je vais développer des ateliers dans le Maine-et-Loire et je vais aller à la rencontre des gens. Si je me dis l'objectif de Revelio, son ambition, c'est d'aller accompagner 1 million d'enfants sur 3 continents à 10 ans, eh bien là, je vais avoir une taille d'équipe qui va être différente. Les fonds que je vais lever ne vont pas être les mêmes. La communication que je vais faire va être beaucoup plus en masse. Peut-être que je vais recruter des prescripteurs ou former des gens à ma méthode.
Et tout ça, en fait, ça va conditionner, ça va faire que quand je vais avoir des choix à faire aussi, je vais dire, bah, est-ce que ça rentre dans ce plan-là ou est-ce que ça me détourne de mon objectif final qui a beau être loin, quand même, tout ce que je vais faire va servir cet objectif. Donc d'avoir cette vision, c'est vraiment de se dire, voilà, le parcours, ça peut sembler loin, mais c'est déjà un cap que je vais suivre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide aussi à faire le tri des fois dans les propositions que je peux avoir et dans les choix que je peux avoir à faire au quotidien. Ouais, garder sa boussole, c'est super important. Bouchra nous en parlait aussi en tout début de webinaire avec sa vision pour une franchise. C'est évident que ça va pas se faire dans les premiers mois et peut-être même pas forcément dans les premières années, mais ça donne un cap comme vous le disiez. C'est super important. Tout à fait. Aujourd'hui, je pose la question à Bouchra en premier. Qu'est-ce qui vous apporte le plus de satisfaction? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'être entrepreneur? Eh ben, on va dire qu'au démarrage, quand on veut se lancer, on a toujours cette peur, cette crainte. On va dire, est-ce que ça va marcher ou pas? Aujourd'hui, le plaisir que j'ai, c'est que je travaille pour moi déjà. Je vis de ma passion. J'ai réussi à regrouper autour de moi, à fédérer 3 personnes qui travaillent avec moi au quotidien. On est une petite famille, ça se passe superbement bien. Et du coup, voilà, on va dire que voilà, je regrette rien. Et je pense que en fait, quand on prend des risques, quand on crée une entreprise, mais je pense que maintenant, ça va faire 2 ans que l'entreprise est ouverte. Je me dis voilà, c'était le bon moment. Je l'ai fait au bon moment. Je pense qu'avant, j'étais pas prête, mais là aujourd'hui, je l'ai fait, c'était le bon moment. Et voilà, pour moi, c'est génial. Voilà. Super, Lise. Moi, ce que j'aime, c'est la liberté, la liberté de décider, la liberté de créer. J'adore vraiment créer. Donc, la créativité, elle est à la fois dans les programmes qu'on crée, mais à la fois dans les posts Facebook qu'on écrit. C'est dans les projets qu'on invente. Donc ça, j'adore. Il y a vraiment beaucoup de place pour ça. Et puis de travailler avec ma sœur, c'est quand même un plus pour moi de le vivre en famille. C'est une histoire qui est une histoire dans l'histoire, quoi. C'est particulier pour nous, donc ça c'est chouette. Et puis tous les déclics qu'on peut voir chez les enfants, on est au contact des familles, dans les classes. Donc on voit des enfants qui n'avaient pas confiance en eux et qui se révèlent, qui ont des phrases incroyables. Donc ça c'est un vrai carburant de voir l'impact qu'on peut avoir. Ça efface tous les problèmes qu'on a pu avoir dans la journée. Merci. Ça va être l'heure de répondre aux questions de nos participants. Mais nous aussi, on va avoir des questions pour vous. Si vous regardez, vous avez un petit onglet sondage que je suis en train de vous mettre à disposition. Donc, si vous voulez nous dire sur une échelle de 1 à 5 si ce webinaire a répondu à vos attentes et si suite à ce webinaire, toujours en notant de 1 à 5, si vous savez un petit peu mieux si vous êtes fait pour l'entrepreneuriat ou pas. Alors, je vais prendre l'onglet avec les questions. Je vais essayer de les prendre, comme je le disais, dans l'ordre des questions qui ont le plus de votes. Vous pouvez continuer à voter pour les questions pendant qu'on y répond. On a une première question de Stéphanie qui demande si vous arrivez à trouver un équilibre entre votre vie pro et votre vie perso, parce que on l'a dit, entrepreneur, c'est une très très grande charge de travail. Donc ça demande beaucoup d'investissement personnel. Je vous écoute. Alors moi, pour ma part, moi je vais être totalement transparente. Au vu de l'activité que j'ai, on va dire qu'aujourd'hui, je travaille 6 jours sur 7 pour le moment. Donc c'est ça, quand on démarre une activité, au démarrage, on est obligé d'être présent et comme le métier que je fais, c'est un métier où on fait du sur-mesure, c'est tellement détaillé, il y a tellement de responsabilités que du coup, pour le moment, on va dire que voilà, l'entreprise elle est encore trop jeune pour que je puisse me dégager du temps. Mais aujourd'hui, l'idée c'est justement, je suis en train de déléguer au fur et à mesure à mes différents collaborateurs des responsabilités pour me permettre après moi de prendre un peu plus de temps pour moi. Mais pour le moment, je suis à fond dans le boulot. Très bien. Il y a des moments comme ça, il faut savoir
aller dans le sens de sa vision. Lise? Alors, je te rejoins, Bouchra, hein. L'entreprise prend beaucoup de place. Donc, je dirais que par moment, je trouve l'équilibre et par moment, ça part dans tous les sens. Donc, après, il y a l'équilibre vie pro, vie perso. Il y a déjà mon équilibre à moi. Donc, parce que comme moi, je suis pas au top, je suis pas disponible pour les gens qui m'entourent non plus. Donc là, j'ai trouvé des soupapes, la musique. Bon, le sport, c'est un projet. C'est pas, c'est pas vraiment ça. Mais j'essaye de trouver, d'aller marcher un peu, même si c'est pas longtemps, pour moi aussi être disponible. Et puis, par rapport à ma famille, alors j'ai la chance d'être dans une activité où par moment je peux les intégrer pour tester. Et donc, ils aiment beaucoup, mais c'est pas toujours possible en fonction des activités. Et puis après, je sais qu'aujourd'hui, je peux pas passer moins de temps là sur l'entreprise parce que l'avenir en dépend. Donc, c'est vraiment de passer des moments de qualité. En fait, de par mon ancien métier, je voyageais 3 jours par semaine. Donc, j'ai toujours eu ce challenge qui était de trouver l'équilibre et cette culpabilité que je pouvais ressentir parfois, de dire, voilà, je laisse un peu mes enfants. Donc, on a trouvé des techniques justement pour passer du bon temps où ils ont toute mon attention et le temps de qualité versus la quantité. Voilà, on essaye de trouver un équilibre qui est pas mal pour l'instant, mais c'est vrai que on marche sur un fil, hein. C'est pas simple. Mais non, c'est pas évident. Merci. On a une autre question d'Alexandra qui dit: est-ce qu'il y a des éléments essentiels qui doivent nous dire non, finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi? Quels seraient les petits red flags, si on veut, qui vous diraient, qui auraient pu vous alerter? Moi, je dirais que c'est justement par rapport à la notion de prise de risque et d'oser se lancer. J'ai dans mon entourage des personnes qui alors peut-être que leur projet il est pas assez fort pour qu'ils puissent se dire de toute façon il faut que j'y aille parce que vraiment ce projet il me plaît par-dessus tout et alors peut-être que c'est lié justement au fait que le projet est pas assez défini ou puissant pour eux. Mais un besoin de sécurisation qui est tel, ou alors ma recommandation, ce serait dans ce cas de trouver un associé avec qui il pourrait y avoir une complémentarité. Je le vois, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais avec ma sœur, on a des valeurs communes, on a la mission qui est la même. En revanche, elle et moi, on est complètement différentes dans notre manière d'appréhender le risque. Claire, c'est une ancienne enseignante qui aime bien que les choses soient comment dire, préparé, assez sécurisé, et moi je serais un peu tout feu tout flamme. Donc de trouver sinon peut-être quelqu'un qui va être notre complément, ça peut être aussi une idée. Est-ce que c'est pour autant on va pas entreprendre? Non, mais peut-être pas seul, voyez? Alors pour ma part, ce que je dirais par rapport à cette partie-là, il y a un élément qui est essentiel déjà au démarrage, c'est le plan de financement et le business plan. Parce qu'on peut avoir une super idée, si on n'a pas fait une bonne étude de marché pour voir si ce qu'on va faire va fonctionner, bah déjà vous allez déjà avoir ces éléments factuels déjà qui vous rentrent en compte. Et ensuite, au moment, je pense, à mon avis, au moment où quand vous avez une idée et que vous avez envie de le faire, je pense que voilà, après vous allez avoir, ça dépend de l'activité dans laquelle vous allez aller, mais le fait de croire en votre projet, déjà, c'est déjà énorme. Mais après, effectivement, au niveau factuel, c'est essentiel de bien s'entourer, de bien faire les bonnes études de marché et être sûr que votre projet, il est viable. C'est surtout ça, hein. Parce qu'on peut avoir une super idée. Si dans la zone de chalandise, on va être installé, bah, on est mal placé, vous allez peut-être le mettre dans un autre endroit, ça va cartonner. Donc, c'est essentiel, en fait, de bien faire toutes ces études. L'étude de marché, qu'elle soit bien travaillée et le prévisionnel, le plan de financement soit bien fait pour savoir si le seuil de rentabilité est faisable. Et c'est essentiel, c'est vraiment ça. Donc voilà, pour ma part, c'est ce que je dirais pour cette partie-là. Je dirais, ce qui me vient aussi, c'est que si vous sentez pas en capacité alors vous faire mal, c'est peut-être un peu fort, hein, mais de dépasser certains points de blocage, je pense qu'il faut pas y aller. Ce que je disais, hein, ça vient nous chahuter quand même sur globalement, c'est génial, il vraiment y a pas de regret, mais il y a forcément des moments où on se retrouve confronté à nous-mêmes et si on n'est pas prêt à dépasser ça, soit par soi-même, soit se accompagner, ça peut être de rentrer dans des réseaux, de se former, mais d'être comme ça en mouvement et de se dire bah moi je vais avancer parce que
c'est de se dire en fait chaque blocage, je vais aller le déverrouiller. Il me manque une compétence, je vais aller me former. Il me manque des ports d'entrée, je vais réseauter. Voilà, si vous n'êtes pas prêt à dépasser tous ces points de blocage, je pense qu'elle est là la limite en fait. Si vous voulez dire qu'il n'y a pas de limite et que vous allez tout faire pour que il n'y ait rien qui vous en empêche, alors il n'y aura rien qui vous en empêchera, vous pouvez tout faire. Mais c'est vraiment de partir avec cet état d'esprit, de dire que rien ne vous empêchera, ni l'extérieur, ni vous-même. D'accord? Donc si vous n'êtes pas prêt à ça, il ne faut pas se lancer. C'est une très très belle réponse, merci beaucoup. Je vais regarder quelle est notre question suivante qui a le plus de votes. Elles sont pas automatiquement classées dans l'ordre et c'est bien dommage parce que vous en avez posé beaucoup. Alors voilà, quels sont les noms des formations et des ateliers que vous avez fait avec BGE? Est-ce que vous avez fait la formation, par exemple, de 2 mois et demi à distance? Alors, je vais juste rapidement dire que chez BGE, en fait, on est un réseau d'associations et que chaque BGE est indépendante de ses choix. Donc, il y a peut-être des fois des formations qui vont être disponibles sur un territoire et il y en aura une autre ailleurs. Donc, ce que vont vous dire Lise et Bouchra, ce sera peut-être pas exactement valide pour vous, suivant la région dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant, je leur donne la parole. Moi, pour ma part, ce que je dirais, la formation que j'ai appréciée, c'est la partie communication que j'ai eue aussi. Ça m'a permis, en fait, à partir de là, j'ai pu faire mon site. Donc, je l'ai fait moi-même, je me suis inscrite à une formation. Et après, j'ai fait mon site moi-même. Donc, les contenus, tout ça, je les ai faits. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et aussi la partie aussi comment préparer en fait on va dire toute la partie charge coût pour le prévisionnel, tout ça pour moi c'était essentiel parce que ben voilà, on crée une entreprise, on pense que c'est simple mais il y a quand même beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et qu'on connaît pas forcément. Donc cette partie-là moi elle m'a beaucoup aidé. Très bien. Merci. Moi aussi je dirais tout ce qui touche au prévisionnel, toutes les données à prendre en compte, les charges, etc. C'est vrai que je me sentais loin de ça et ça m'a beaucoup aidé en fait. Après, ça m'a permis de présenter le projet et d'avoir une subvention, enfin une garantie France Active de 70% de notre prêt bancaire. Le fait de présenter un dossier comme ça aussi carré, clean, en fait, on avait tous les éléments pour mettre en valeur notre projet et donc ça nous a permis d'avoir une garantie. Donc voilà, c'est ce que je répondrais. Moi, j'ajouterais juste une petite chose que BGE m'a aidé, c'est qu'en fait, ils m'ont aidé pour me préparer pour Initiative Lorraine. Donc c'est un prêt à 0% qui est proposé et qui vous permet en fait de vous lancer. Et du coup, vous passez devant un jury d'une 20aine de personnes et puis il faut vous défendre votre dossier pour pouvoir avoir le droit à ce financement. Et BGE m'a aidé justement à me préparer pour cette partie-là. Et voilà, c'est essentiel parce qu'autrement, voilà, ils vous posent des questions de piège par rapport à la partie financement, prévis, connaître votre seuil de rentabilité, savoir de quoi vous parlez. Donc, c'est important de vous inscrire sur les formations de la création d'entreprise. Quelle typologie d'entreprise je vais prendre? Est-ce que ça va être une SARL? Est-ce que ça va être une SA? Est-ce que ça va être en fonction de ce que vous allez choisir? Et ça, c'est essentiel de faire ces formations-là pour adapter le typologie. Après, vous allez avoir un expert comptable et tout ça, mais cette partie-là, déjà, commencez quand même à la maîtriser un petit peu, de savoir un peu de quoi on parle. Merci. Je vais enchaîner avec une question de Virginie qui demande quelles sont les expériences et quelles qualités personnelles vous ont été les plus utiles dans la création de votre entreprise. Pour moi, la première chose, c'est j'avais la niaque, quoi. J'avais la niaque, je croyais en mon projet et malgré le fait qu'au moment où j'ai voulu lancer la marque Jolie Cuisine, tout le monde me disait ouais mais non, tu devrais trouver un autre nom. Et aujourd'hui, quand je vois les clients qui viennent au magasin et qui me disent est-ce que c'est une franchise alors qu'on n'est même pas encore une franchise, donc finalement j'ai bien fait de croire en moi-même. Et puis l'expérience professionnelle, moi je vous parle pour ma part, moi j'ai le dernier poste que j'ai occupé, donc j'ai occupé tous les postes dans ce métier-là, mais dernier poste que j'ai occupé, j'étais développeur national et international, donc j'étais rattachée au Luxembourg et en fait je développais pour les Allemands en fait un concept en France et j'auditais les structures et je les remettais en route.
Et du coup, par rapport à mon expérience en tant que concepteur, j'ai bouclé la boucle. C'est-à-dire en faisant ça, ça m'a permis vraiment, j'avais une vue en amont et travailler en tête de pont avec les dirigeants qui ouvraient leur structure. Et ben ça m'a permis en fait de me dire, bah si mon concept il est viable et c'est ce qu'il faut faire. Et du coup, je pense que quand on se lance dans une activité, et ben faut quand même avoir une maîtrise au niveau de l'expérience professionnelle. Je dis une connerie. Demain, je me dis, bah, je vais ouvrir un restaurant. Je maîtrise pas la restauration. Je vais pas y aller, quoi. Je veux dire, voilà, je vais pas regarder que les données financières. Je vais aller dans une activité dans laquelle je suis dans une maîtrise et que j'ai de l'expérience derrière et que je sais où je vais. Et ça, c'est important parce que souvent, Ouais. on va vous dire, ouais, c'est génial, ça marche bien en ce moment, de vendre des crêpes. Mais je vais m'y mettre. Non, mais il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et c'est essentiel de faire attention à ça quand on se lance au démarrage. Ouais, vous avez été confronté à la réalité du terrain, de tous les aspects de ce secteur d'activité, et c'est ce qui vous a permis de vous dire je peux y aller. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Lise? Sur les expériences, je dirais que en fait, quand on est dans son projet, si on veut regarder en arrière, finalement, il y a plein de signes, de signaux. Enfin, moi, ça m'a fait me dire, mais en fait, c'est comme si tout m'avait conduit là. Les galères que j'ai rencontrées avec mes enfants, c'est ce qui a déclenché les ateliers, mon envie d'aider d'autres enfants. Dans une ancienne entreprise, je sondais les marchés étrangers pour voir comment s'implantait, une stratégie d'implantation. Bah, ça me sert pour mon entreprise. À un moment, je m'ennuyais, j'avais fait une formation pour écrire des scénarios. Aujourd'hui, j'écris des programmes où il y a des histoires fantastiques pour embarquer les enfants dans un univers. Donc, ça me sert. Donc, franchement, on pioche un peu dans toutes nos expériences. Ça, c'est vraiment intéressant de regarder en arrière dans votre parcours et dire, bah, finalement, il y a du bon à prendre dans toutes les expériences que vous avez faites, soit en vous disant, ça, je veux pas, ou ça, tiens, je me suis sentie à l'aise, j'aimerais bien en mettre un peu une dose dans l'entreprise que je vais créer. Donc, finalement, il y a des choses un peu partout qui ont fait qu'on est les personnes qu'on est au moment où on veut entreprendre. Et en regardant, il y a déjà des choses en fait sur le chemin et que du coup on se dit bon, on va faire un concentré de tout ça, tout ce qui me plaît, tout ce que je sais faire. Puis pour le reste, eh ben on va voir, on va travailler dessus. Donc je dirais que c'est un peu disséminé partout. Et qualité personnelle, je dirais que c'est peut-être une facilité à aller vers les autres. Ça m'a permis de peut-être avoir moins de freins pour prospecter ou pour parler de mon projet ou de me retrouver à faire du réseautage. Franchement, au début, c'est pas super évident, mais de me dire bon allez, je vais vers les gens pour leur parler, parce que je suis quand même là pour ça. Ou comme je disais, de faire appel, voilà, quand on est coincé, de se dire tiens, lui, j'ai entendu dire par un tel qu'il avait une entreprise sur, je sais pas, les vidéos, ça peut m'aider. Allez, je prends mon courage à deux mains, je l'appelle. Au pire, il va me dire non, mais peut-être que je vais glaner un conseil ou un expert et je vais travailler avec lui. Donc d'aller vers les autres, de pas avoir ce frein, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre à une autre question. Là, je vois une question d'Aurélie qui demande est-ce que vous aviez finalisé votre idée projet avant de vous lancer dans l'accompagnement? Moi, je vais juste répondre rapidement qu'on peut venir taper à la porte de la structure, la BGE la plus proche de chez soi, quel que soit votre stade de réflexion, que ce soit juste une idée d'entreprendre sans que vous connaissiez exactement où, quand, comment. On a des ateliers qui vont vous permettre d'affiner votre réflexion par rapport à ça, ou au contraire, quand votre projet est déjà très construit, c'est possible de venir vérifier et tester et structurer pour voir si on a déjà mis toutes les chances de son côté. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, Bouchra et Elise, par rapport à cette question? Bah, moi, effectivement, quand je suis arrivée chez BGE, effectivement, j'avais déjà mon projet en tête, mais après, c'était surtout sur la partie concrétisation factuelle, quoi. Tout ce qui était le reste pour pouvoir mettre en musique, quoi. Donc voilà, mon projet était bétonné, mais après, c'est voilà, de le mettre en musique, c'était là où l'accompagnement m'a été très utile. Très bien. Je vais juste rapidement vous dire qu'on a encore un webinaire la semaine prochaine sur création d'entreprise, construire un modèle économique solide.
Voilà, et puis il est 10h30, donc je vais remercier du fond du cœur Bouchra et Lise pour le temps qu'elles ont pris à préparer ce webinaire et à nous livrer leurs expériences. J'espère que ça aura été intéressant et profitable pour vous. Donc merci pour vos réponses au sondage. Je vous souhaite une très très bonne journée et comme vous le disait ma collègue Fanny dans le chat, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci. Merci à tous, au revoir. Au revoir.